Honorable sénateur, j'interviens aujourd'hui pour ajouter ma voix à l'interpellation du sénateur Coyle sur la transition du Canada vers un avenir à émissions nettes nulles, la carboneutralité. Je remercie notre collègue d'avoir lancé cette conversation urgente. La transition doit inclure, pour citer la sénatrice Coyle, trouver des moyens innovants et efficaces pour garantir que les Canadiens, les communautés et les régions les plus touchées par la transition vers une économie net zéro soient prises en compte et qu'ils aient voix au chapitre et soient soutenus. Originaire de la Saskatchewan et du territoire du traité numéro 4, je suis d'accord avec la sénatrice. Notre fédération doit donner la priorité à l'inclusion de l'Ouest du Canada, des nations autochtones et de toutes les régions dans les solutions net zéro et les opportunités économiques. Une transition équitable doit être une priorité, un effort de l'ensemble de la nation, personne n'étant laissé pour compte, adapté aux avantages et aux défis uniques de chaque région, tout cela dans le but d'obtenir des avantages économiques dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, j'ajouterai à cette enquête climatique mon point de vue sur 3 sujets. Tout d'abord, la voie suivie par le Canada pour parvenir à des émissions nettes nulles. Deuxièmement, les contributions et les défis uniques de la Saskatchewan. Et troisièmement, le leadership environnemental autochtone. Mesdames et messieurs les sénateurs, je commencerai par évoquer la voie suivie par le Canada pour parvenir à la carboneutralité. En matière d'action climatique, nous devons réussir. La science exige de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels pour éviter les pires conséquences du changement climatique. C'est l'objectif de l'accord de Paris de 2015. Pour mettre l'objectif de 1,5 en perspective, l'année 2023 est en passe d'être plus chaude de 1,4 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. En effet, les scientifiques prévoient que 2023 sera l'année la plus chaude des 120 000 dernières années. Cet été, le Canada a connu de terribles incendies de forêt, des inondations, des sécheresses aggravées par le changement climatique. En septembre, 44 millions d'hectares de forêt avaient brûlé au Canada, réduisant à néant le carbone stocké dans les arbres et le sol. C'est 8,5 fois plus que la normale. Le feu a forcé l'évacuation de Yellowknife et des crues soudaines ont frappé la Nouvelle-Écosse. La sécheresse a frappé les prairies. Des catastrophes climatiques ont également frappé le monde entier, notamment des chaleurs extrêmes et des incendies en Europe, obligeant à des évacuations en Grèce. L'incendie de forêt le plus meurtrier depuis plus d'un siècle aux États-Unis, à Hawaï, avec des conditions plus sèches dues au changement climatique, et des inondations en Libye, avec près de 4 000 personnes tuées et plus de 9 000 disparues. En 2022, les émissions globales du Canada étaient inférieures de 6,3 % au niveau de 2005, malgré une augmentation de la population de 24 % au cours de la même période. Les réductions sont donc réalisables. Cela étant dit, l'objectif de notre pays pour 2030 est de réduire les émissions de 40 à 45 % par rapport au niveau de 2005. Le chemin à parcourir est encore long et nous avons déjà connu des revers. Les émissions du Canada en 2022 ont augmenté de 2,1 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des émissions liées à la production du pétrole et de gaz, des besoins accrus en chauffage des bâtiments en raison d'un hiver plus froid. Pour ce qui est de l'avenir, le Parlement a adopté des lois conçues pour produire des résultats au fil du temps. La loi sur la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre, adoptée en 2018, et la loi canadienne sur la responsabilité en matière d'émissions net zéro, adoptée en 2021. Ce sont 2 éléments du plan climatique fédéral de notre pays. Bien entendu, tous les objectifs et toutes les politiques doivent tenir compte de facteurs propres à chaque région. Avec le premier volet, la tarification du carbone incite les décisions économiques à réduire les émissions avec un coût croissant de cette pollution. C'est de l'économie de base. Lorsque le prix augmente, la demande diminue. Nous pouvons donc nous attendre à de meilleurs résultats au fil du temps si les lois existantes restent en place. La loi de 2021 apporte ensuite la transparence et de la responsabilité au plan visant à atteindre nos objectifs. Il s'agit d'une approche sensée d'un problème que nous devons résoudre avec une certitude pour les entreprises et les consommateurs d'investir dans la réduction des émissions. Notamment, la tarification fédérale du carbone a été précédée par la première tarification du carbone basée sur les émissions en 2007 en Alberta pour les grands émetteurs, suivie par l'introduction de la première taxe sur le carbone au Québec plus tard la même année. Je soutiens
l'approche du Parlement en matière d'action climatique. En 2021, j'ai voté en faveur de la loi sur la responsabilité net zéro, tout comme les 3/4 de cette Chambre. Toutefois, les détails de la tarification du carbone doivent faire l'objet d'une évaluation et d'un éventuel ajustement. Ensemble, notre fédération doit produire des résultats équitables, des stratégies sectorielles et des résultats globaux. Je note que le gouvernement fédéral prévoit d'associer les provinces, les territoires et les organisations autochtones à un examen intermédiaire de la tarification fédérale du carbone d'ici à 2026. Cet examen permettra d'harmoniser la rigueur de la tarification dans l'ensemble du Canada et d'évaluer les incidences sur la compétitivité, dis-je bien, interjuridictionnelle et internationale. Il s'agit d'une approche responsable si les résultats sont basés sur une consultation significative avec tous les partenaires. J'espère que tous les membres de la Fédération s'engageront à représenter les voix de leur peuple, de leur nation et de leur région. N'oublions pas que ce pays s'est construit en grande partie sur le compromis et la collaboration. La prochaine étape, c'est une consultation préalable qui doit être significative. Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'en viens aux contributions et aux défis uniques de la Saskatchewan en matière d'action climatique. Nos points forts sont les suivants. Les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone, notamment le projet Aquistore du Centre de recherche sur les technologies pétrolières qui a été primé et qui démontre l'efficacité du stockage du carbone dans un aquifère salin profond. Ensuite, la première centrale électrique au charbon propre du monde à Boundary Dam qui empêche 5 millions de tonnes de CO2 de pénétrer dans l'atmosphère depuis le début de l'exploitation. Ensuite, on propose l'atténuation des inondations et des sécheresses et la gestion de l'eau grâce à l'extension proposée de l'irrigation du lac Diefenbaker, soutenant l'agriculture durable, la transformation des aliments et la sécurité alimentaire. Protein Industries Canada, notre super groupe de protéines végétales, a un excellent point de départ pour le suivant. Le raffinage des biocarburants, y compris le diesel et le carburant d'aviation, dans de nouvelles raffineries, c'est déjà en cours. Ensuite, Soleos, un nouvel engrais durable, non polluant et positif pour le climat à base de micronutriments qui aide les agriculteurs à augmenter leur rendement tout en restituant du carbone au sol et en améliorant le cycle des nutriments. C'est sans parler des petits réacteurs modulaires, Estevan et Elbow étant identifiés comme des sites potentiels dans notre province. La Saskatchewan est également confrontée à des défis uniques dans la mise en place d'une économie verte. Au début du mois, lors de la période des questions du Sénat, j'ai posé une question sur la proposition fédérale visant à mettre en place un réseau énergétique net zéro au Canada d'ici 2035. Le ministre Guilbeault ayant annoncé un projet de règlement en août. J'ai soulevé la question que la Saskatchewan n'a pas accès à l'énergie hydroélectrique à grande échelle pour soutenir les énergies renouvelables intermittentes. En revanche, 80% de la population canadienne est desservie par de l'énergie hydroélectrique propre. Il n'y a donc pas de solution unique. Ce sera extrêmement difficile et coûteux de respecter les échéances de 2030 et 2035 sur une base comparative. Bien que nous puissions atteindre l'objectif de zéro émission nette en 2050, il sera utile de faire des compromis et de collaborer sur la voie à suivre. J'ai été heureux d'entendre le sénateur Gold indiquer que le gouvernement fédéral s'est engagé à travailler en partenariat avec la Saskatchewan pour relever des défis qui nous sont propres. La collaboration doit être l'approche du gouvernement fédéral ou provincial actuel sur la base d'un engagement commun en faveur d'une action climatique efficace. Nous devrions également nous attendre à une telle collaboration avec les nations autochtones. Cela m'amène à mon dernier sujet. Comment le Canada peut bénéficier du leadership environnemental des Autochtones, y compris de leurs valeurs, de leurs compétences et de leurs ressources essentielles aux technologies propres. Sur les terres et les eaux que nous appelons aujourd'hui le Canada, les peuples autochtones pratiquent la durabilité et le respect depuis des temps immémoriaux. Le leadership environnemental autochtone commence par la sagesse traditionnelle. Le rapport de la Commission de vérité et réconciliation a déclaré la réconciliation entre les Canadiens et autochtones et non autochtones d'un point de vue autochtone passe également par la réconciliation avec le monde naturel. Si les êtres humains règlent leurs problèmes entre eux, mais continuent de détruire le monde naturel, la réconciliation reste incomplète. La réciprocité et le respect mutuel contribuent à notre survie.
En 2021, le Parlement a confirmé les droits inhérents et la compétence des peuples autochtones en adoptant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en tant que loi fédérale. Ce changement a débloqué d'énormes possibilités pour le leadership autochtone de contribuer à une action climatique efficace. Comme je l'ai fait remarquer lors de notre débat sur le projet de loi sur la responsabilité net zéro, la réconciliation et la gestion de l'environnement sont liées. En 2020, Mangabe, une publication spécialisée dans les sciences de l'environnement, indiquait qu'à l'échelle mondiale, les populations autochtones gèrent actuellement 40% des zones protégées et des écosystèmes intacts restants ou sont propriétaires de ces zones. Avec une juridiction importante, le leadership autochtone peut faire une différence cruciale dans le monde entier en préservant la biodiversité et les écosystèmes vitaux. Voici quelques exemples des efforts de conservation menés par des autochtones qui contribuent aux solutions climatiques naturelles du Canada. En 2019, Daidene Nene a vu le jour en tant que réserve nationale de 14 000 km² dans les territoires du Nord-Ouest, co-gérée par la Première Nation Lhotsel-Khe-Dene, le gouvernement canadien. Parmi les autres exemples, on peut citer la forêt pluviale du Grand Ours, d'une superficie de 64 km² en Colombie-Britannique, le parc national du Grand Ours, une superficie de 29 000 km², et le parc national du Grand Ours, l'aire marine nationale, ainsi que une aire de conservation dans le Nunavut. De nombreuses nations autochtones se tournent vers les énergies propres. Par exemple, en 2021, toujours dans ma province, la Première Nation Cowessess a dévoilé un nouveau projet solaire visant à devenir la première nation la plus verte au Canada avec 800 panneaux installés sur 5 bâtiments communautaires. Dans le nord de la Colombie-Britannique, la nation côtière Kitasoo-Hi-Hi possède et exploite sa propre petite centrale hydroélectrique à accumulation qui fournit de l'énergie propre à la communauté tout au long de l'année. D'autres nations de la région étudient des projets similaires pour remplacer les centrales diesel. Selon l'organisation à but non lucratif Indigenous Clean Energy, gérée par des autochtones, près de 200 projets d'énergie renouvelable de moyenne ou grande envergure auxquels participent des autochtones sont actuellement en cours d'exploitation ou en phase finale de planification. En outre, 1700 à 2100 micro-petits systèmes d'énergie renouvelables sont aujourd'hui en place avec des dirigeants ou des partenariats autochtones. D'autres possibilités existent pour l'action climatique menée par les autochtones grâce au développement responsable des minéraux critiques nécessaires aux technologies propres. L'année dernière, RBC a indiqué que les territoires autochtones détenaient au moins 56% des projets minéraux critiques avancés, 35% des meilleurs sites solaires et 44% des meilleurs sites éoliens au Canada. Comme je l'ai dit en mai, en tant que parrain d'un projet de loi gouvernemental en faveur de la réconciliation économique, les chefs d'entreprise et les investisseurs devraient courir et non pas marcher pour consulter les nations autochtones sur ces possibilités. Pour conclure, l'action en faveur du climat est la seule voie vers un avenir radieux pour nos petits-enfants et les générations futures. Le temps presse. Notre génération ne doit pas décevoir les jeunes et ceux à venir, ni nos semblables. L'influence de notre Chambre peut contribuer à favoriser la collaboration au sein de notre fédération dans le cadre de la mission Net Zéro. À cette fin, je remercie le sénateur Coyle d'avoir contribué à faire en sorte que l'action en faveur du climat reste une priorité en ces temps de guerre, de terrorisme impensable, d'inflation et de bien d'autres défis géopolitiques. Ne vous y trompez pas, les progrès sont réalisables. Les Canadiens doivent continuer à travailler ensemble avec leurs frères et sœurs du monde entier pour sauver notre seule maison, notre mère, la Terre. Merci.